Bon, ben encore une fois, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors oui, c'est mon accent, je suis désolé, je suis venu au monde avec et j'essaie de le neutraliser à l'heure actuelle, mais ça sera probablement... il risque d'avoir des petits relents québécois ici et là. Donc, le thème de notre présentation est énergie et pauvreté. On essaie de rejoindre le thème général de la pauvreté, mais comme Marianne le mentionnait, je suis géographe économiste de formation. Donc, je vais essayer de faire des liens avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais les cycles économiques, la création monétaire et tout ça, ce sont des sujets que je laisse aux professionnels. Donc, si vous trouvez des choses à redire sur ma présentation, s'il vous plaît, faites-m'en part. Mais je vais essayer de vous présenter les choses non seulement d'un point de vue géographique, mais peut-être aussi du point de vue d'un ingénieur, peut-être. Mon problème dans ce cas-là, c'est qu'il y a de véritables ingénieurs dans la salle. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Guido est ingénieur de formation. Il y a François aussi, il y en a d'autres. Alors, si je dis n'importe quoi, s'il vous plaît, corrigez-moi. Surtout Guido, parce que tu es un power engineer de formation, n'est-ce pas? Alors, écoutez, règle générale, j'essaie de me renseigner sur le niveau de l'auditoire auquel je m'adresse. Je n'ai aucune idée de votre niveau de connaissance sur les questions énergétiques. J'ai pris pour acquis que vous étiez aussi au fait de ces choses-là que mes étudiants au Canada, c'est-à-dire à peu près pas. Mais vu que le prix de l'énergie est plus dispendieux, vous voyez, c'est le Québécois, moi, qui ressort dispendieux, c'est un vieux mot français qui veut dire très cher. À chaque fois que je viens en France, on me dit que dispendieux, d'où ça sort. Si vous êtes peut-être plus au fait de ces choses-là, et si ce n'est pas assez haut comme niveau de discussion, je m'en excuse en avance, mais enfin. Et j'ai essayé en même temps d'utiliser des exemples européens. Donc, encore une fois, s'il y a des choses que j'ai mal comprises, s'il vous plaît, corrigez-moi. Bon, en gros, ce que je veux faire, c'est de vous introduire à la notion de pauvreté et de précarité énergétique, et sans utiliser une perspective complètement autrichienne, essayer de vous expliquer comment les processus de marché ont historiquement, avant que l'État vraiment ne se mêle de la distribution énergétique, pourquoi les marchés ont sélectionné certaines formes d'énergie plutôt que d'autres. Et ensuite, je vais aborder la question de ce qui arrive lorsqu'on laisse les politiciens suivre leur cœur, leur tête ou les groupes d'intérêt et intervenir dans les marchés énergétiques. Bon, alors on vit dans un monde qui est le plus prospère de l'histoire de l'humanité. On vit également dans un monde qui est très propre selon des critères historiques. Mais il n'empêche, plusieurs personnes croient que nous vivons au bord d'une crise environnementale et que la clé de la solution, ou enfin, si ce n'est pas la clé, une dimension importante des solutions à nos problèmes d'environnement, sont les énergies renouvelables. Je suis en Europe, c'est encore plus vrai qu'en Amérique du Nord, donc je ne crois pas que vous me contredirez là-dessus. Pourquoi fait-on la promotion des énergies durables ou des énergies renouvelables? Bien, il y a deux raisons qui sont, tant qu'à moi, fondamentalement incompatibles. D'un côté, il y a la crainte de manquer de ressources limitées, comme les combustibles fossiles, et de l'autre, il y a la crainte des changements climatiques qui viendraient du fait qu'on brûle trop d'énergie fossile. Donc, on en manque, on en a trop, je crois que les deux sont incompatibles, mais souvent, les environnementalistes ne réalisent pas que leur proposition est tant qu'à moi intenable. Enfin, mais il y a une ou l'autre raison. On vit par contre dans un monde, si vous regardez les chiffres, et je n'ai pas de pointeur laser malheureusement, qui est complètement dominé par les énergies fossiles. Donc, c'est en gros, ça date de quelques années, là, mais c'est la seule que j'ai pu trouver en français. J'aurais pu utiliser des trucs en anglais, mais je voulais quand même respecter la langue d'usage. Enfin, j'avais aucune idée que l'ESP enseignait en anglais. On aurait pu me le dire. Mes images auraient peut-être été un peu différentes. Mais en gros, 80% de l'énergie commerciale dans le monde est composée du charbon, du pétrole et du gaz naturel. À peu près 10% de l'énergie qui est transigée sur les marchés vient des biocarburants et des déchets. Et vous voyez les énergies à la mode ici. Le géothermal, le solaire, l'éolien, tout ça, c'est moins de 1% à l'échelle mondiale. Donc, malgré les vœux pieux, malgré les politiques officielles, malgré le fait qu'on dit que la proportion des énergies renouvelables augmente, elle demeure insignifiante dans l'agrégat. Mais en Europe, on veut aller de l'avant, on veut montrer la voie au reste du monde. Donc, vous avez des pays où la production d'énergie renouvelable est très importante. J'attire notamment votre cas sur les pays scandinaves parce que je vais y revenir tantôt. Mais il y a par contre, depuis que les politiques en Europe ont décidé d'investir massivement dans les énergies renouvelables,
il y a une nouvelle réalité qui est le fait que l'énergie est aujourd'hui beaucoup plus chère qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques années. Donc, on parle maintenant, ce sont des statistiques françaises, de pauvreté énergétique. Donc, environ 15 des ménages sont dans une situation de pauvreté énergétique. Donc, la dépense énergétique représente une portion de plus en plus importante et souvent difficile à rencontrer du budget familial. Et vous avez un autre 10 de la population, donc un quart au total, qui vit soit la pauvreté, soit la précarité énergétique. Et mon postulat tout simple, et ce que je vais essayer de démontrer dans la prochaine demi-heure, c'est que cette importance accrue de la pauvreté et de la précarité énergétique est entièrement attribuable aux politiques énergétiques européennes, l'art de se tirer dans le pied au nom du développement durable. Alors pourquoi est-ce que les gens ont de la misère de plus en plus à boucler leur budget, au-delà des taxes et des autres mesures? C'est en partie à cause des politiques énergétiques. Bon, perspective historique, d'abord de quoi je parle? Et je m'excuse d'avance aux ingénieurs. L'énergie. Bon, définition de base, capacité d'accomplir un travail. OK? On s'enrichit en créant des choses. Plus on est capable de créer des choses, plus on s'enrichit. L'énergie est ce qui nous permet de faire ces choses-là. La pauvreté, bien, selon moi, c'est l'absence de richesse ou de sécurité. C'est un peu comme le froid n'existe pas. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Bien, la pauvreté, c'est l'absence de richesse. C'est l'absence de développement économique. Et c'est historiquement l'état normal des choses en l'absence de développement économique. Donc, perspective historique, l'histoire de l'humanité, très pauvre jusqu'au milieu du 19e siècle, et tout à coup, la richesse se crée. Le nombre de gens qui ont vécu sur la planète, la majorité des êtres humains ont vécu dans le passé très récent. Donc, il y a 2000 ans, il y avait peut-être 30 fois moins d'êtres humains sur la planète. Évidemment, c'est une figure approximative. Aujourd'hui, on est passé en l'an 1 d'environ 200 millions de personnes à plus de 7 milliards. Donc, la majorité des gens, des êtres humains, ont vécu dans le passé relativement récent. Et non seulement ils ont vécu dans le passé relativement récent, mais ils ont vécu de plus en plus longtemps. Pour ceux qui ont pris des cours de démographie, vous êtes sans doute familier avec l'expression que ce n'est pas que les humains se sont mis à se reproduire comme des lapins, c'est qu'ils ont cessé de mourir comme des mouches, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de nous. Bien, justement, vous voyez l'espérance de vie, même dans les économies avancées, il y a 2 siècles, peut-être 33 ans. Mortalité infantile très élevée. Et non seulement ça, bien, on est plus grand et en meilleure santé que nos ancêtres. On souffre de moins de courbatures, nos os sont en meilleur état. Donc ça, à gauche en haut, vous voyez le petit bonhomme de 1850, c'est l'Américain moyen et blanc, il y a un siècle et demi. 5 pieds 7, 146 livres, donc on est au système métrique ici, mais 5 pieds 7, ça serait à peu près ça. Et l'Américain moyen aujourd'hui, à peu près 5 pieds 10, et comme peut-être votre présentateur aujourd'hui, un peu plus lourd que son ancêtre, un peu plus pesant. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Oui, évidemment, bon, il y a les marchés, il y a tout, mais le facteur essentiel, si vous êtes un géographe, de toute façon, et au-delà des processus de marché, ben, c'est le fait qu'on utilise beaucoup plus d'énergie que nos ancêtres. On a la capacité de faire beaucoup plus de choses que les gens qui nous ont précédés. C'est une autre façon de voir les choses ici. Bon, la quantité d'énergie requise par individu pour nous donner notre niveau de vie d'aujourd'hui. Donc, un être humain dans une économie développée en 2014 utilise, dans le fond, si vous voulez, beaucoup plus d'énergie pour lui donner son niveau de vie que ses ancêtres à divers moments de l'histoire de l'humanité. Et il n'y a pas d'autre façon d'améliorer notre niveau de vie que d'augmenter notre consommation d'énergie. Mais, évidemment, ce qui s'est passé à travers les époques, ce n'est pas seulement une augmentation quantitative, mais également un changement quantitatif. Donc, vous remontez quelques siècles. Quelles étaient les principales sources d'énergie? Bien, la nourriture pour les êtres humains. Les muscles humains, ils fournissaient une bonne partie du travail, au-delà de 40 %. Il fallait également nourrir les animaux, la biomasse, donc des choses qu'on brûlait. Et, bon, il y avait quelques moulins hydrauliques, mais vous voyez qu'à travers le temps, il y a eu un changement profond vers les énergies fossiles. Donc ça, c'est le profil de la Grande-Bretagne. Ce n'est que le pourcentage, ce n'est pas la quantité totale, mais vous voyez qu'il y a eu un changement qualitatif profond au cours des derniers siècles. Donc, voilà la biomasse. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, lorsque les humains, avec leurs muscles, pour fabriquer des choses, évidemment, leur productivité était très faible. Un être humain et même un buffle produisent très peu par rapport à un tracteur qui fonctionne au diesel aujourd'hui. Donc, faible productivité, faible niveau de vie. Les gens ne réalisent pas aujourd'hui à quel point, bon, j'ai trouvé une statistique en France, en 1700, il y avait environ 100 000 moulins hydrauliques en France. Vous ne pouviez pas trouver un petit ruisseau où il n'y avait pas un moulin hydraulique. Pourquoi? Bien, parce que, évidemment, c'était une des seules façons de créer de l'énergie qui ne requérait pas de nourrir des animaux ou de nourrir des êtres humains.
Et ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les énergies renouvelables ont été dominantes, même dans les économies développées, jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, même en 1880, disons, dans une économie comme les États-Unis ou la plupart des économies européennes, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, la biomasse constituaient l'essentiel, ou enfin la majorité, des sources d'énergie que les êtres humains utilisaient. Et on a tendance à oublier jusqu'à quel point ces sources-là pouvaient être polluantes et nuire à la santé des êtres humains. Bon, ça, c'est une statistique récente et assez conservatrice, mais on estime qu'en gros, le fait de brûler de la biomasse dans des maisons dont la ventilation est mauvaise tue chaque année entre 2 et 3 millions d'êtres humains et donne et cause des problèmes de santé importants pour des millions d'autres individus, que ce soit les difficultés respiratoires, l'irritation des yeux, les maladies respiratoires chroniques. C'est un problème qui est beaucoup plus sérieux que la pollution de l'air, même en Chine aujourd'hui. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est peut-être des énergies renouvelables ou des choses qu'on ne voit pas souvent. Bon, pour vous donner une idée jusqu'à quel point l'arrivée des combustibles fossiles a changé les choses, voici un profil énergétique des États-Unis au cours des 2 derniers siècles. Donc, vous voyez, en gros, toute l'énergie commerciale utilisée aux États-Unis en 1850, jusqu'à ce que le charbon devienne une source d'énergie importante, et ensuite le pétrole arrive, et enfin n'est pas très important jusque vers les années 20. Et par la suite, évidemment, bon, vous avez le gaz naturel qui commence à être plus important, le nucléaire et tout. Donc, vous voyez encore une fois la capacité d'accomplir des choses aux États-Unis en 1850 par rapport à aujourd'hui si vous additionnez tout ça. Ça va vous donner une meilleure idée du profil énergétique de la planète. Encore une fois, ici, on fait abstraction de la biomasse. Par contre, la quantité d'énergie possible pour faire des choses en 1860 par rapport à aujourd'hui. Donc, on vit mieux que nos ancêtres, mais il y a une raison à ça, c'est qu'on est meilleur à utiliser ce qui nous entoure. Et pour ça, il faut faire de l'énergie. Pourquoi est-ce que les combustibles fossiles ont-ils supplanté les autres alternatives? C'est qu'ils avaient des avantages importants. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de densité énergétique, mais en gros, la capacité de faire du travail contenu dans une unité de pétrole est beaucoup plus importante que dans une même unité de bois, disons. Donc, la densité énergétique de produits comme le pétrole brut, le diesel, l'essence, est incomparablement plus élevée que pour des trucs comme la paille, la bouse séchée, qui est souvent utilisée dans les économies les moins développées, etc. D'autres avantages, bien évidemment, transporter un liquide est beaucoup plus facile que transporter un solide. C'est pour la raison pour laquelle le pétrole a supplanté le charbon. Et le gaz naturel, la nature vous fournit le réservoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le laisser là jusqu'au moment où vous en avez besoin. Vous l'amenez par pipeline jusqu'à l'endroit où vous transformez le gaz, dans le fond, en électricité ou en d'autres productions. Quelques avantages évidents des combustibles fossiles. Bon, ce que vous avez ici, c'est une carte du transport. Je suis géographe, il faut quand même que je vous montre quelques cartes là, que justifient mon existence. Donc, ce que vous voyez en blanc ici, ce sont les routes commerciales, les routes maritimes commerciales à l'époque de la marine à voile. Et pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu? Parce que vous devez tenir compte des vents dominants et des courants marins. Vous avez un navire à voile, naviguer contre le vent est très difficile. Vous avez un navire à voile, naviguer contre les courants marins est à peu près impossible. La vapeur arrive et ensuite le diesel, et vous pouvez aller n'importe où, n'importe quand. Donc, ça permet de développer l'avantage comparatif dont les économistes vous rabattent les oreilles sans arrêt. Développer l'avantage comparatif de certaines régions du monde avant l'arrivée de la machine à vapeur est à peu près impossible, parce que si vous pouviez produire les choses plus efficacement dans un endroit, les amener de façon économique à un autre était souvent difficile ou impossible. En même temps, les combustibles fossiles, historiquement, le charbon au début, le pétrole et aujourd'hui un peu le gaz naturel, sont les intrants d'un ensemble de produits. Et ils ont eu des retombées environnementales positives importantes, mais je vais vous en parler demain. Pour vous donner une idée, par contre, un avant-goût, ce que vous avez ici, c'est l'évolution du couvert forestier aux États-Unis. Donc, ce que vous voyez en noir, ce sont les forêts américaines en 1620. Les Blancs arrivent, d'abord s'établissent le long des côtes, le long des cours d'eau. Ensuite, le chemin de fer leur permet d'être à peu près n'importe où. Et vous voyez ce qui reste de forêt en 1920 aux États-Unis. Et ça, c'est l'état actuel des forêts américaines aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez le contraste. Il y a beaucoup plus de forêts aux États-Unis qu'il pouvait en avoir il y a un siècle. Et la raison, sans entrer dans les détails que je me réserve pour demain, c'est que maintenant, on utilise des produits qui viennent de sous le sol pour remplacer des produits qui étaient produits sur le sol. Et encore une fois, j'y reviendrai demain.
Mais bon, alors si on regarde ces faits-là de façon objective, on devrait se dire, ah, mais les combustibles fossiles, quelle merveille, ça a amélioré le niveau de vie, les gens vivent plus longtemps et tout, mais j'ai l'impression qu'un peu partout, et peut-être en France plus qu'à bien d'autres endroits, gaz de schiste, de houille, industrie fossile en route pour le futur. C'est notre mort à tous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bon. Alors, si les combustibles sont si fossiles, avec quoi fossiles sont si terribles, par quoi doit-on les remplacer? Bien, évidemment, les énergies renouvelables à la mode, donc surtout le solaire, les éoliennes, et ici, je suis propre, là, c'est sans doute un déchet qui est devenu propre, ou de la biomasse, là, je ne suis pas trop sûr, c'est sûrement pas de la bouse de vache, mais bon, ça tombe jamais. Donc, la biomasse, l'hydraulique, encore là, l'hydraulique, on n'aime plus tellement aujourd'hui, le solaire, l'éolienne, le géothermique, ce sont les énergies du futur. On nous rabat constamment les oreilles. Je ne suis pas très familier avec Nicolas Hulot et d'autres, là, mais je présume qu'ils vous disent ça depuis quelques années. Le problème, c'est que les énergies renouvelables sont les énergies de demain depuis assez longtemps. Vous n'êtes pas obligé de me croire, là, je vais vous donner la preuve. Donc ça, c'est une publicité qui date encore une fois d'à peu près un siècle. Et on vous dit, pourquoi payer pour du pétrole, pour pomper l'eau sur votre propriété quand le vent est gratuit? Achetez nos éoliennes. Et vous avez peut-être déjà vu ces trucs-là dans des vieux westerns américains, mais croyez-moi, il y en a encore quelques-uns, mais pas beaucoup aux États-Unis. L'éthanol, le truc de demain. Alors, j'ai trouvé une affiche française ici, 1902. Mettez de l'alcool dénaturé ou de l'éthanol dans votre automobile. Mettez pas du pétrole, mettez de l'éthanol. Donc, 1902. Et ça ici, si vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est un espèce de capteur solaire pour activer une imprimerie. Pour les jeunes, j'allais dire une imprimante, là, mais disons, pour activer une imprimerie, une machine à imprimer des journaux. À une certaine époque, vous savez, c'était important d'imprimer des choses sur du papier. Je comprends que c'est une notion qui est peut-être un peu difficile à comprendre aujourd'hui, mais vous voyez, ça date de 1929, mais c'était une invention qui était un peu plus ancienne. Encore une fois, pourquoi on devrait faire ça? Bien, parce que le soleil est gratuit. Mais le fait est qu'historiquement, malgré tous ces avantages, les énergies renouvelables ont été remplacées de façon massive par des énergies dont le stock est apparemment limité. Donc, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de William Jevons this morning. Je savais que j'allais m'échapper à un moment donné. J'enseigne en anglais, que voulez-vous. Jevons, son premier bouquin important n'est pas celui dont les économistes autrichiens vous parlent, celui de 1871, mais celui de 1865, qu'on peut traduire par la question charbonnière. Et en gros, ce qui inquiète Jevons, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le pic charbonnier. Il a peur que les quantités de charbon disponibles en Grande-Bretagne viennent à manquer à court terme. Et une des questions qui se pose, il dit, pourquoi est-ce que le charbon est devenu si important et pourquoi est-ce qu'on ne le remplace pas par autre chose? Il dit, le principal avantage du charbon par rapport aux alternatives, c'est que ça nous donne une force motrice qui est disponible partout, en tout temps et en quantité désirée. Donc, le charbon est abondant, c'est très flexible. On peut construire une machine à vapeur n'importe où. Tant qu'on a de l'eau, on amène du charbon et puis, bon, ça va fonctionner. Il dit, on nous dit que le vent est gratuit. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne vendent pas souvent, ils ne vendent pas tout le temps. Et dans certains endroits où on aurait besoin d'énergie, comme par exemple si on veut pomper l'eau d'une mine, bien, si vous êtes dans une région où ils ne vendent pas beaucoup, vous avez un problème. Et durant les saisons sans vent, toute l'industrie dans une région industrielle serait paralysée. Donc, on ne peut pas se fier à l'éolien. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens avaient avant la machine à vapeur. Bien évidemment, on mettait les moulins, on localisait les moulins à vent sur les collines, les endroits les plus venteux. Mais encore une fois, même dans les meilleurs endroits, ils ne vantaient pas tout le temps, ils ne vantaient même pas très souvent. Et la capacité de générer de l'énergie avec un moulin à vent est très limitée par rapport à celle d'une machine à vapeur. Il dit l'énergie hydraulique. Bon, c'est la plus désirable lorsqu'elle est disponible. Des rivières propices à générer des quantités désirables d'énergie sont quand même limitées. Et dans un climat méditerranéen ou en proie à des sécheresses, bien évidemment, c'est un problème l'été. La biomasse. Bien, la biomasse est limitée. Même en 1865, lorsqu'il écrit son livre, il vous dit que la quantité de charbon consommée en une année au Royaume-Uni requerrait 2,5 fois la superficie du pays en bois. Et ça serait pour une année. Qu'est-ce que vous feriez l'année suivante lorsque vous auriez brûlé tout votre bois? Par contre, il y a du charbon en quantité importante. Et donc, combustibles, la tourbe, la paille, etc., ils sont coûteux, faible densité énergétique et souvent, ils ne sont pas disponibles. Mais historiquement, les gens qui étaient très pauvres se servaient de ça lorsqu'ils en avaient. Géothermie, bon, c'est la théorie, mais en pratique, ce n'est pas réaliste. Le problème, c'est que
Ces considérations-là, ces problèmes-là sont aujourd'hui toujours avec nous comme il l'était à l'époque de Jevons. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a créé un réseau électrique où de grandes quantités d'électricité doivent être produites et livrées en temps réel. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment le fonctionnement de notre réseau électrique, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de batterie géante nulle part. Que lorsque je m'amuse à jouer avec la lumière, ici, j'envoie un signal, l'électricité doit être produite et livrée au moment où je la demande. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les énergies renouvelables à la mode subventionnées par les politiciens? Bien, d'abord, il y a un problème dans la mesure où presque toutes les énergies alternatives ne produisent que de l'électricité. Et l'électricité, dans le domaine du transport, ça ne vous sert pas à grand-chose. 95 de notre système de transport moderne utilise des combustibles fossiles. Et la raison pour ça, c'est que, bon, l'auto électrique existe depuis 100 ans, mais elle doit être limitée, son autonomie est faible, et transporter de grandes quantités de marchandises sur de longues distances avec l'énergie électrique n'est simplement pas réaliste. Au-delà de ça, bien, vous savez peut-être certains de ces trucs-là. Donc, vous voyez ici une victime de l'énergie éolienne. Les bris mécaniques, peut-être que ce n'est pas le cas en France, mais ce qui est à la mode depuis quelques années, les promoteurs nous disent, bon, on doit construire des éoliennes où il y a du vent, ce qui est souvent en pleine mer. Le problème, c'est que ça a tendance, surtout dans un climat comme le Canada, l'hiver, il fait froid, ça gèle. Et si votre éolienne brise, on ne va pas envoyer quelqu'un pour la réparer en hiver. Okay? Il faut attendre quelques semaines, quelques mois, et les bris mécaniques sont souvent importants. Au-delà de ça, bon, dangereux pour les oiseaux, inesthétique, des interférences électromagnétiques, et vous ne voulez pas habiter à côté d'une éolienne, surtout si ça brise, parce qu'elles sont énormes aujourd'hui. Si j'avais le temps, je vous montrerais une vidéo au Danemark où une pale s'est presque ramassée sur une maison, et croyez-moi, les pales sont grosses comme certains avions aujourd'hui, donc vous ne voulez pas voir ça arriver sur votre maison. Le solaire, oui, bon, il fait soleil. En France, peut-être plus qu'en Suède, à certains moments de l'année, moins à d'autres. Mais c'est de loin la forme d'énergie la plus coûteuse. Et encore une fois, qu'est-ce que vous faites lorsqu'il ne fait pas soleil? Qu'est-ce que vous faites la nuit? Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Les biocarburants. J'aime bien l'image ici, là, si vous pouvez voir ça. Sorry, I'm busy saving the planet. En gros, on met de la nourriture dans nos véhicules automobiles plutôt que de nourrir des gens. Bon, moi, j'ai une objection morale à ça. Et au niveau de l'environnement, bien, il n'y a pas d'avantage parce que, évidemment, bien, il faut produire toute la chose. Il faut produire la biomasse, il faut la transformer. Et il n'y a pas une étude, sauf peut-être celle subventionnée par les gens qui veulent des subventions agricoles et des subventions aux biocarburants, qui vont vous dire que c'est bon pour l'environnement. Bon, rappel à la réalité, en Europe, la biomasse est importante, par contre, beaucoup plus importante que l'éolien et que l'énergie solaire. Mais si vous vous rappelez des pays scandinaves que je vous montrais au début, pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'énergie renouvelable? Bien, c'est parce qu'ils brûlent des déchets forestiers ou ils brûlent des déchets, des pâtes et papiers. Les Européens, surtout quand ils viennent en Amérique du Nord, aiment nous dire à quel point ils sont meilleurs que nous pour produire des énergies renouvelables. Mais la très grande majorité des énergies renouvelables en France, ce ne sont pas les trucs à la mode comme l'éolien ou le solaire, ce sont les résidus de l'industrie forestière, des trucs comme ça. Et la France n'est pas meilleure. En fait, j'ai pris ça d'un rapport de l'Assemblée nationale publié l'an dernier, où maintenant on fait la promotion du bois comme source d'énergie en France. Alors, vous voulez vraiment retourner au Moyen Âge, grand bien vous fasse, mais c'est ça en fait, les énergies alternatives en France. Bon, mais concrètement, on entend des chiffres des fois et on se dit, oui, mais là, vous avez un néolibéral devant vous qui, de toute évidence, est à la solde des grandes pétrolières. Alors, les histoires que j'ai entendues, 20 de l'énergie éolienne au Danemark. L'énergie éolienne au Danemark représente 20 de la production électrique. Alors, comment réconcilier ça avec ce que le géographe ici vous dit? Bien, regardez les faits. Alors, ça ici, c'est le Danemark, là, pour ceux qui n'auraient pas reconnu le pays. Combien d'entre vous ont déjà été au Danemark? Bon, on est parmi les jeunes. OK, le Danemark, c'est plat, il vente, il fait froid, c'est pas beau. Donc, c'est un climat idéal pour l'énergie éolienne. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Et vous regardez les chiffres officiels, la production d'énergie renouvelable, bien, l'éolien ici augmente de façon importante depuis une vingtaine d'années. Si vous regardez la production d'électricité totale au Danemark, vous voyez que l'éolien représente à peu près 20 de la production d'électricité. Alors, comment réconcilier ça avec ce que le géographe vient de vous dire? Bien, d'abord, il faut comprendre que ça demeure quand même pas la totalité de l'énergie renouvelable au Danemark. Le problème, comme je vous disais tantôt, c'est que l'éolien, c'est bien quand il vente,
Et en passant, quand ils ventent assez fort, mais pas trop fort, ou quand il n'y a pas de vent, parce que même quand le vent souffle trop fort, vous ne pouvez pas activer vous ne pouvez pas profiter de l'énergie éolienne. Alors que font les Danois pour compenser l'absence de vent quand ça arrive? Bien, ils brûlent du charbon, ou pour rencontrer leurs objectifs d'énergie renouvelable, ils importent des granules de bois de Russie et des États-Unis. Donc, quand vous voyez les chiffres d'énergie renouvelable au Danemark, dites-vous qu'une grande partie de leur énergie renouvelable sont en fait des granules de bois qui viennent des États-Unis et qui viennent de Russie. Mais au-delà de ça, que nous disent les chiffres officiels au Danemark? Bon, vous voyez l'augmentation ici de la capacité éolienne et vous voyez les émissions de gaz à effet de serre. Comment expliquer le fait que l'éolien augmente de façon importante pendant que les gaz à effet de serre demeurent à peu près stables? Pourquoi est-ce que l'éolien, qui de toute évidence n'émet pas de gaz à effet de serre, n'a pas d'impact sur la production de gaz à effet de serre au Danemark? Bien, c'est en partie évidemment qu'ils doivent brûler du charbon pour compenser les choses, mais en même temps que les Danois jouent avec les chiffres. Parce qu'en fait, vous verriez que leurs augmentations de gaz à effet de serre augmentent. Ils augmentent l'éolien, ils augmentent les gaz à effet de serre. Comment est-ce possible? Bien, c'est parce que ce que vous avez ici en bleu, qui est la même ligne que vous voyez plus tôt, c'est les émissions de gaz à effet de serre calculées à partir de la proportion des différentes sources d'énergie qu'ils utilisent pour produire de l'électricité. Et la ligne rouge ici, ce sont les émissions de gaz à effet de serre que vous obtenez si vous regardez ce que les Danois consomment réellement. Donc, pas ce qu'ils produisent en électricité, mais ce qu'ils consomment en électricité. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe au Danemark? Bien, le Danemark est un petit pays dont le réseau électrique est intégré avec celui de la Suède, de la Norvège et de l'Allemagne, entre autres. Donc, lorsqu'ils vendent beaucoup au Danemark, ils se mettent à produire énormément d'électricité qui grillerait leur système s'ils ne vendaient pas à rabais aux Allemands, aux Suédois et aux Norvégiens. Et lorsque vous avez des conditions où, évidemment, ils ne vendent pas beaucoup au Danemark, bien là, à ce moment-là, ils se mettent à brûler des granules de bois qui émettent beaucoup de CO2, ou ils se mettent à brûler du charbon. Donc, dans les faits, ce qui se passe au Danemark, c'est qu'ils produisent beaucoup trop d'électricité à partir des éoliennes par rapport à ce qu'ils peuvent absorber. Et au lieu de dépendre à 20 de l'énergie éolienne, dans les faits, leur système ne consomme qu'environ 4 la quantité d'électricité produite au Danemark, environ seulement 4 dans les faits, est produite par les éoliennes parce que le reste est exporté à rabais dans les pays environnants lorsqu'ils vendent trop et qu'ils ne sont pas capables d'absorber ce qu'ils produisent avec les éoliennes. Donc 20 4 et c'est pour ça que dans les faits, malgré l'augmentation de la production éolienne, leurs émissions de gaz à effet de serre, si vous regardez ce qu'ils consomment par rapport à ce qu'ils produisent, continuent d'augmenter. OK, l'Allemagne. Donc ça, j'ai trouvé ça sur le web il y a quelques mois. L'Allemagne produit maintenant la moitié de son énergie avec le solaire. Donc ça vient d'un truc qui s'appelle The Local, là, qui est un journal allemand, mais publié en anglais. Guido, tu pourras peut-être me dire ce que c'est, là, mais enfin, sur la base de ça, c'est vraiment pas un très bon site web. Le problème, évidemment, c'est que, bon, le journaliste ne sait pas de quoi il parle ici. L'Allemagne ne produit pas la moitié de son énergie avec l'électricité solaire. Le véritable titre aurait dû être la quantité d'électricité produite à partir du solaire. Une journée a été la moitié. Mais ce que vous voyez, si vous allez voir les chiffres comme tels, c'est vrai que pendant une heure, pendant une journée chaude, un congé férié où les industries ne fonctionnaient pas en Allemagne, où tout le monde était en vacances, 50 de l'électricité a été produite à partir des énergies renouvelables. Mais 50 il ne faut pas oublier que c'est parce que, par la loi en Allemagne, vous êtes obligé d'acheter de l'énergie renouvelable avant d'acheter de l'énergie qui est produite avec, entre autres, du charbon ou de la lignite, là, qui est du charbon de mauvaise qualité. Et pendant cette journée-là, 36 de l'énergie renouvelable en Allemagne venait en fait de la biomasse. Comme les Suédois, comme les Finlandais, les Allemands brûlent beaucoup de déchets de bois et d'autres trucs comme ça. Seulement 7 venaient du photovoltaïque. En fait, la véritable manchette du journal aurait dû être de dire que, en Allemagne, le solaire produit en moyenne moins de 0,5 d'électricité qui est consommée dans le pays. Donc, vous voyez à quel point on peut jouer avec les chiffres. La moitié de l'énergie avec l'Allemagne, alors que dans les faits, une journée normale, c'est moins de 0,5 Je vous donnerai les références plus tard si vous ne me croyez pas. Donc, en Allemagne, qu'est-ce qui arrive depuis qu'ils font la promotion des énergies renouvelables? Bien évidemment, ils ont les prix aux ménages les plus élevés en Europe, et ça vous console un peu, là, les Français.
le prix de leur électricité industrielle est maintenant même plus élevé qu'en France, ce qui est quand même pas rien, là, je souligne ça comme ça. Et vous regardez les émissions de CO2, bon, c'est vrai qu'elles ont diminué depuis la crise de 2008, mais en même temps, les méchants Américains, qui n'ont à peu près pas fait d'efforts pour promouvoir les énergies renouvelables, ont diminué leur production de CO2 de façon encore plus importante. Est-ce que quelqu'un peut deviner pourquoi? Oui, le méchant gaz de schiste qui a remplacé le charbon. Pour la même quantité d'électricité produite avec le gaz de schiste, vous émettez environ la moitié de la quantité de CO2 que vous émettez en brûlant du charbon. Donc, les Américains créent de la richesse et produisent moins de CO2 que les Allemands, les Danois et d'autres. Bon, en réalité, l'Allemagne arrêtera ses subventions à l'énergie solaire d'ici à 2018. Il y a toujours une limite à l'insanité, là, donc même la réalité finit toujours par... La réalité n'est pas optionnelle. Bon, en gros, comme je vous disais, la réalité n'est pas une option. Et c'est bête à dire, mais dire non à une énergie abondante, fiable et abordable et dire oui à la pauvreté. Encore une fois, les processus de marché, historiquement, ont pavé la voie aux énergies fossiles parce qu'elles ont des avantages indéniables par rapport aux énergies renouvelables. Et les conditions de base n'ont pas changé aujourd'hui. Et pauvreté et pauvreté énergétique vont de pair. Mais en même temps, ce que vous ne devriez pas oublier, c'est que Hiroko vous disait au début pauvreté et précarité. En Europe, la situation de plusieurs personnes est précaire. La situation de 3 milliards d'êtres humains, incluant 600 millions de personnes en Afrique, est encore bien pire parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. Ils vivent des énergies renouvelables comme nos ancêtres. Et je pourrais vous sortir des chiffres, encore une fois, outre la pollution de l'air intérieur, sur les conséquences que ça a au niveau de l'espérance de vie, au niveau de la santé, au niveau de la qualité de vie des gens. Mais il y a encore une fois une raison pour laquelle nos ancêtres ont développé certaines sources d'énergie plutôt que d'autres. Et si vous avez vraiment à cœur d'améliorer le sort des pauvres, il ne faut pas vous convaincre que parce qu'une source d'énergie est renouvelable, que ça implique nécessairement du développement durable. Oui, les combustibles fossiles ne sont pas parfaits, oui, ils ont des inconvénients, mais jusqu'à ce qu'on trouve autre chose, on devrait quand même apprécier leur bon côté. Et il me fera plaisir demain de discuter de leurs impacts environnementaux positifs qui ne sont souvent pas mentionnés par les commentateurs. Voilà, merci.